Vous connaissez le principe de la réunion publique. On parle encore une fois de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. On essaye de faire en sorte de répondre à toutes vos questions. Et puis, si vraiment il y a un sujet sur lequel vous arrivez à nous coller, eh bien, dans ces cas-là, on prend vos coordonnées et on reviendra vers vous pour vous apporter une réponse. Mais en général, ça se passe pas trop mal. Euh, oui, j'adore un instant. On a voulu, avant de commencer les... Bonsoir, monsieur, là. Soyez les bienvenus. Avant de commencer, vous faire un petit point. Alors, on ne va pas refaire un point comme ceux qu'on en avait fait l'année dernière, parce que sinon, ça va être un peu redondant pour ceux qui ont déjà assisté. Et puis, sur là, l'enjeu sur lequel je voulais que nous puissions discuter un petit peu ce soir, et donc pour cela, vous faire une petite présentation, c'est sur les finances de la ville suite aux différentes initiatives prises par, j'allais dire, par les gouvernements ces derniers mois et qui ont impliqué les collectivités. Et je voulais vous faire toucher du doigt un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui n'est pas une situation catastrophique, je vous rassure, hein, Montigny va bien, mais pour autant, nous sommes dans une situation quand même qui est compliquée et qui risque de le devenir de plus en plus. Alors, voilà, 58 millions d'euros, c'est ce que depuis 10 ans, l'État nous prélève par biais de péréquation ou diminution, suppression de dotations qu'il attribue à la ville de Montigny. 58 millions d'euros, grosso modo, pour vous donner une idée, c'est à peu près un budget annuel de la ville, tout intégré dedans. C'est un peu plus parce qu'il y a l'investissement, mais grosso modo, c'est ce budget-là. Donc, sur 10 ans, c'est comme si une année entière, sur 10 ans, vous avez supprimé tous vos revenus, pour que vous preniez la mesure de la chose. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Et dans ces diminutions, vous voyez, il y avait une taxe. Je ne parle pas de la taxe d'habitation, mais il y a bien longtemps, il y avait une autre taxe qui existait, une taxe locale. Et un jour, cette taxe a été supprimée, comme le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation il y a quelques années. Et en contrepartie de cette taxe que l'État prenait à son compte, il versait aux communes une dotation globale de fonctionnement qui était là pour voilà, compenser cette perte. Cette dotation globale de fonctionnement, eh bien, depuis un certain nombre d'années, elles font comme neige au soleil. Et vous voyez, il y a 10 ans, nous avions 11 millions d'euros de dotation. Aujourd'hui, nous sommes à 1 million et l'on sait que d'ici 2 ans, 3 ans, on n'aura plus rien. Donc, vous comprenez pourquoi, quand on a appris que la taxe d'habitation disparaissait, il y a un certain nombre d'autres raisons pour lesquelles nous étions furieux de voir cette taxe disparaître, mais comptablement, financièrement, nous savons que le jour où on vous supprime une taxe, on a beau vous assurer, ne vous inquiétez pas, on va la compenser, oui, mais combien de temps? Et voilà, on a un exemple, une illustration de ce que je viens de vous expliquer. Alors, ça, c'est cette année, c'est-à-dire que nous avions commencé, Madame Loss, Madame Bastoni qui est là, et les différents services de la ville avaient commencé dès l'été dernier à préparer le budget pour l'année 2025. Et nous avons appris à l'automne qu'une contribution financière serait demandée aux collectivités dans le cadre du redressement de la situation économique française. Bon, on entend ça. Finalement, je vous passe toutes les péripéties avec le gouvernement Barnier qui a été censuré, qui avait annoncé un certain montant. Le gouvernement Bayrou a annoncé un autre montant. Et à la fin, nous perdons 1,6 million d'euros supplémentaires. 1,6 million d'euros, donc, qu'il a fallu trouver, puisqu'on avait fait notre budget. Et je le rappelle, le budget d'une ville, ça n'est pas comme le budget de l'État, c'est plutôt comme le budget d'une famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus que ce que nous avons et on ne peut pas emprunter pour fonctionner. Ça nous est interdit, contrairement à l'État. Je ne peux pas emprunter de l'argent pour payer les fonctionnaires qui travaillent pour la ville. Il faut que nous ayons les recettes nécessaires pour payer les salaires des fonctionnaires. Et l'autre point, c'est que pour que l'on puisse emprunter, il faut que, à la fin de l'année, quand on a dépensé
tout notre budget. Il faut qu'il nous reste de l'argent, on appelle ça de l'épargne brute, qui sert à faire de l'investissement, mais qui est aussi évalué par les banquiers pour voir si on peut payer un emprunt, rembourser un emprunt. Et donc, lorsque vous vous faites prélever une somme d'1,6 million comme ça, eh bien, c'est une somme, une fois que vous avez fait votre budget, c'est une somme qui vient gréver votre budget d'1,6 million. Vous voyez, on a un budget de fonctionnement de 52 millions à peu près. On vous retire dessus 1,6 million. On n'a pas. On ne les a pas. Donc, ça veut dire qu'il faut retrouver à nouveau des économies dans le fonctionnement de la ville. Il reste à 3 années. Et alors, oui, le DILICO, parce que ça s'appelle comme ça. Je ne sais même plus ce que ça veut dire cet acronyme. Mais le DILICO, là, moi, je rêve de rencontrer le haut fonctionnaire qui a pondu ce truc-là. Parce que finalement, ce n'est pas une contribution au remboursement de la dette nationale. Non, c'est un prélèvement qui est destiné à ralentir les investissements des collectivités, c'est-à-dire en gros, les inciter à dépenser moins. Oui, oui. C'est-à-dire, je vous prends de l'argent, comme ça, vous ne pourrez pas le dépenser. Mais je vous le rends. Plus tard, peut-être. Mais je vous le rends pas d'un coup. Je vous le rends en 3 fois. Et je vous le rends, mais je ne vous le rends pas tout à fait, parce qu'en fait, je vous en prends 10% que je vais donner à d'autres. Donc, je vous rends à d'autres collectivités. Mais vous, je vous rendrai 90% et je vous les rendrai sur 3 ans. Et je vous le dis aujourd'hui que je vous les rends. Mais l'année prochaine, je ne sais pas si... Ce qu'on nous dit aujourd'hui, l'année prochaine, on ne sait pas. Et alors, ce qui nous a surpris, c'est que 700 000 euros, c'est ça, c'est ce qu'on nous demande cette année, 700 000 euros. Ce qui nous a surpris, c'est que entre l'enveloppe estimée de prélèvement par le gouvernement Barnier et celle qui était estimée par le gouvernement François Bayrou, l'enveloppe rétrécissait énormément. Donc on s'est dit, on était à l'époque à 1,5 million, on était à 900 000 euros, parce que je cumule avec d'autres choses. On était à 900 000 euros sur donc ce DILICO sous Barnier. On s'attendait à ce que ça diminue proportionnellement à la diminution de l'enveloppe. Pas du tout. Alors on s'est étonné, on a la chance d'avoir un sénateur qui connaît bien la ville, donc on lui a écrit, on lui a demandé de regarder un peu ça. Et la réponse qu'il nous a apportée, la réponse du gouvernement, c'est que la nouvelle évaluation des 700 000 euros qui nous étaient demandés portait non seulement sur les capacités financières propres de la collectivité, mais portait aussi sur le potentiel fiscal des habitants. En gros, plus les habitants ont un niveau de vie élevé, plus on vous prélève. Moi, quand j'entends ça, ce que je comprends, c'est on s'est autorisé à vous prendre cet argent-là, puisque vous avez des habitants qui peuvent payer un impôt supplémentaire, puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez compenser ça, augmentez vos impôts. Donc, quand on entend on ne prendra pas d'impôt sur les ménages, oui, l'État, mais par le biais des collectivités, fortement incité à ce que nous puissions pratiquer ça justement pour compenser cette hausse. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut que vous ayez en tête, parce que quand on construit un budget, je vous le disais au début, on fait le tour des services, on regarde dans chaque secteur quels sont les coûts de fonctionnement inhérents auxquels on ne peut pas trop toucher, et puis quels sont les projets pour l'année. Et en fonction de ça, on voit par rapport au budget dont on dispose, comme vous dans votre famille, que je peux consacrer tant à ça, je peux consacrer tant à ça, etc. Mais quand chaque année, l'État vous change les règles, quand chaque année, il vous annonce « Ah ben cette année, je ne vais pas vous donner ça, finalement, je vais vous donner ça, mais je vais vous retrancher ça, et puis je vais aussi vous enlever ça, mais je vous en rendrai l'année suivante. » Ça devient impossible de construire un budget. Ça devient impossible. Et comme en plus, on a un mandat qui est quand même un peu spécial entre le Covid, la guerre en Ukraine, les crises énergétiques, qui font que financièrement aussi, il y a eu des tas de choses qui ont été complexes. Eh bien, on n'a plus de visibilité aujourd'hui pour bâtir sur plusieurs années un budget pour la commune. Ça devient un exercice impossible. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, nous avons adressé au président du Sénat un courrier collectif des 12 maires de Saint-Quentin-en-Yvelines
pour lui demander de travailler avec l'État sur l'idée d'envisager des règles fiscales au niveau des collectivités qui valent pour 3 à 4 ans, de façon à ce qu'on soit au moins capable de se projeter sur cette période-là. Pour se dire, ben voilà, je sais que pendant 3 ans, je vais être à tel régime, donc je construis mon budget en fonction de ça. Alors, je ne sais pas si on arrivera au bout de ça, mais je l'espère vraiment parce que sinon, ça va être vraiment très, très compliqué pour nous. Alors, la chance que nous avons, c'est que depuis des années, nous avons fait beaucoup, beaucoup d'économies parce que on sentait bien que la situation économique était en train de se tendre. Donc, on a commencé il y a déjà un certain temps. Et puis, nous avons aussi, je le dis toujours, ça c'est important, il ne faut pas l'oublier, une richesse qui nous vient de nos entreprises qui nous aide à tenir. Il faut que vous sachiez que dans toutes les taxes, déjà aujourd'hui en taxes, nous n'avons plus que la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a disparu, elle est compensée, mais pas entièrement. Nous n'avons plus que la taxe foncière, mais dans les taxes que nous percevons, si vous prenez le montant des taxes que nous percevons, 50% c'est la population, 50% ce sont les entreprises. Imaginez si on n'avait pas les entreprises. Hein, on diminuerait notre budget de moitié. Donc, évidemment, nous, c'est une vraie chance que nous avons à Montigny d'avoir ce tissu économique extrêmement fort, et c'est pour ça qu'on se bat, on a tout fait pour que Airbus vienne chez nous, parce qu'on sait que c'est là où on arrivera encore à peut-être trouver des marges financières, si l'État ne nous les rogne pas, celle-là aussi, de façon à pouvoir continuer. Mais j'ai entendu le ministre François Rebsamen cette semaine, on en parlait tout à l'heure avec Catherine Bastoni, on est lieu aux finances, qui expliquait qu'il proposait de réfléchir sur une taxe locale, une nouvelle taxe locale, parce qu'il disait de toute façon, en tout état de cause, les collectivités ne tiendront pas. Ça ne marchera plus. L'État a trop retiré et les charges ont tellement augmenté qu'on ne pourra plus. Donc, encore une fois, quand je vous dis ça, à Montigny, on n'a encore pas augmenté, on augmente encore pas encore cette année les impôts. Tu peux continuer. Ouais. Donc, parce que, je vous le disais, on a fait des économies, parce qu'on a fait des coupes dans tous les secteurs. On n'a pas réduit les services, mais on a vraiment travaillé dans tous les secteurs de façon à réduire au maximum tous les coûts que nous pouvions avoir dessus. Et puis parce que nous avons cette dynamique au niveau des entreprises qui nous permet malgré tout d'avoir des ressources qui restent raisonnables. Oui, alors bien sûr, quand je vous dis ça, c'est sous réserve du vote en conseil municipal qui aura lieu le 24 mars prochain, puisque c'est là que ça sera entériné par le vote, le fait qu'on ne proposera pas d'impôt. Vous verrez, pour ceux qui suivront ça et qui regarderont dans le journal le mois suivant, l'interview de Catherine Bastoni, justement, sur le vote de budget et qu'est-ce qu'il y a dans ce budget pour l'année 2025. Vous verrez une chose très surprenante. Et qui va, si vous la lisez comme ça très rapidement, exactement l'inverse de ce que je viens de vous expliquer ce soir. Puisque je vous ai parlé d'un budget de fonctionnement d'un peu plus de 50 millions, et puis après, on a autour de 20 millions en investissement. Vous allez voir une somme au budget inscrite qui va être de l'ordre de près de 90 millions d'euros. Oui, mais j'aimerais. Mais c'est parce que, comme nous n'avons pas eu de loi de finances pendant très longtemps, nous avons décalé. D'habitude, nous votons le budget en fin d'année. Et là, devant toutes les incertitudes et toutes les imprécisions que nous avions sur les montants qui allaient nous être prélevés, nous avons décidé de décaler au 24 mars le vote, ce qui est très tard. De ce fait, nous intégrons dans le budget de l'année 2025 ce que nous savons rester sur le budget 2025 une fois 24, merci. 24. Ce qui nous reste une fois que le budget de l'année est bouclé. Et cet argent, nous l'intégrons dans notre budget. Donc c'est lui qui vient artificiellement gonfler la somme. Mais il faut bien voir que quand on fait un budget chaque année, on le compte sans ce qui provient de l'année précédente, que l'on intègre seulement après. Parce que ce qui vient de l'année précédente, c'est ce qui va nous servir, par exemple, à continuer de financer nos investissements. C'est ça qui nous a permis de faire les différentes réalisations que nous avons faites depuis le début du mandat, par exemple, c'est-à-dire et ce que l'on ressort du budget fonctionnement chaque année pour le mettre sur le budget investissement, et cette somme que nous avions économisée de façon à pouvoir réaliser ces projets sans emprunter.
Puisque je le rappelle, on a un taux d'endettement sur la ville qui est extrêmement faible. C'est ça aussi qui nous protège de la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas des forts taux de remboursement à faire chaque année pour la collectivité qui nous prendrait, vous connaissez la dette de l'État, donc on n'est pas là-dedans. On a un taux d'endettement par habitant qui est dérisoire. Donc ça aussi, ça nous aide. Donc voilà, je voulais commencer comme ça. C'est pas pour vous dire qu'on ne fera rien, pas du tout. Il va se passer encore plein de choses cette année. Mais oui, on va le présenter d'ailleurs. Que je recharge. Vas-y, je t'en prie. Voir si ça suffit. Sur batterie. Sur ce que j'ai dit, parce que c'est pas forcément très limpide pour tout le monde, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ce côté financier, sur la partie que j'ai évoquée là? Non, ça va, j'ai été clair alors. Bon, bien sûr, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je peux vous dire que pour le comprendre, le Dilico, on a passé du temps, hein. Vous avez d'ailleurs une vidéo très amusante du maire des Clés-sous-Bois là-dessus qui a fait un petit, comme ça, une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'est le Dilico. Et je crois qu'à la fin de la vidéo, vous savez encore moins ce qu'est le Dilico et à quoi il sert qu'au début de la présentation. Il n'y a plus de batterie, ben, c'est pas grave, on va continuer comme ça, je vais vous le dire. Alors, sur les travaux qui sont envisagés dans le cadre des investissements et qui vont être présentés pour le budget de cette année. Nous avons la fin de la rénovation thermique de la crèche Comtesse de Ségur, qui n'est pas très très loin, et la rénovation de la cour, puisqu'on fait une renaturation de la cour de cette crèche. Nous avons aussi l'agrandissement de l'aire de jeu du Pas du Lac, avec la destruction d'un ancien bâtiment de la maison de quartier Matisse. Donc pas de la maison de quartier, hein, mais d'un bâtiment qui était à côté de la maison de quartier. Nous avons le démarrage des travaux de rénovation thermique du gymnase Coubertin. Ça, c'est vraiment une très, très grosse opération. On est sur un budget important, hein, on est à plus de 9 millions d'euros. Pourquoi on fait ça? D'abord parce que le bâtiment est ancien maintenant, hein, il date des années 80 et il a beaucoup servi, donc il a besoin d'être repris. Et puis surtout parce que le gymnase Pierre de Coubertin fait partie des 3 équipements qui consomment le plus d'énergie dans la ville. Et donc là aussi, pour nous, c'est une piste pour préparer l'avenir, c'est de faire des travaux sur ces bâtiments qui sont les plus énergivores, de façon à réduire nettement. L'objectif attendu, espéré sur le gymnase Pierre de Coubertin, c'est une réduction des factures énergétiques d'environ 60%. Donc on est sur des montants qui sont très très élevés. Nous avons aussi le plan vélo, je vous citais Jérémy Joulet tout à l'heure, et bien ça continue. Et cet après-midi, j'étais à une réunion à Saint-Quentin sur le schéma directeur du plan vélo sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, et j'ai eu la confirmation, j'étais là pour ça, pour m'en assurer, et j'ai eu la confirmation que nous avions bien le budget de débloquer pour financer la passerelle qui nous permettra d'aller sur l'île de loisirs, hein, en totale sécurité, puisqu'elle ne sera que pour les vélos et les piétons. Elle est entérinée, ça y est, les budgets sont bloqués pour ça. Donc ça débutera à l'été ou juste après, mais en tout cas, ça va démarrer d'ici la fin de l'année. Nous avons aussi à Alain Colas la création d'un terrain de basket de 3 par 3. C'était demandé depuis très longtemps par le club. Et puis nous aurons aussi, alors ça n'est pas dans le budget, mais je vous en parle aussi, le parc Chédeville sur le quartier de la Sourderie qui va lui aussi connaître une... Oui, Tony, fatigué ton appareil ce soir. Nous aurons aussi le parc Chédeville qui va connaître une transformation totale et qui devrait être vraiment très très beau une fois qu'il sera terminé. Donc voilà un petit peu les choses que nous poursuivons sur cette année. Vous voyez, on ne s'arrête pas, même si financièrement on tire un petit peu la langue. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec vous parce que c'est un sujet qui est l'une des premières préoccupations que l'on a dans une mairie, c'est la sécurité. Et nous faisons un point mensuel avec le commissaire pour voir un petit peu où nous en sommes, les différents sujets qu'il peut y avoir sur la ville et voir comment travailler en collaboration entre les services de la police municipale et les services de la police nationale. J'ai appris à cette occasion par le commissaire, là, il y a un gros mois, que nous avions d'abord une délinquance qui était en baisse sur la ville sur l'année 2024 par rapport à l'année 2023, qui avait déjà des chiffres relativement bas. Alors, on peut se dire que c'est vrai que pendant l'été 2024, je ne vois pas comment on pouvait faire des bêtises à Montigny vu le nombre de policiers qu'il y avait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
sur le reste de l'année aussi, ça a quand même baissé. Mais surtout, ce que m'a dit le commissaire, c'est que nous avons un taux d'élucidation des affaires traitées par la police de 52% sur l'année 2024. C'est-à-dire qu'une affaire sur deux a été élucidée. Et ça, c'est vraiment important. Et ce que nous a dit le commissaire également, c'est que c'était en grande partie grâce aux caméras de vidéoprotection de la ville. Il s'appuie énormément sur les images, à la fois pour voir quand il se passe quelque chose et intervenir, mais surtout dans la résolution d'affaires, parce que en ciblant telle rue autour où il y a une caméra par rapport à un fait, on peut retrouver une plaque d'immatriculation, on peut identifier un individu qui passe, etc., etc. Et donc, on est à 52%, ce qui est un taux absolument exceptionnel. On dépasse toutes les autres communes. Le commissaire me disait un très bon taux d'élucidation, habituellement, c'est 30%. Et là, nous, 2024, nous sommes à 52%. Donc, on peut vraiment s'en réjouir. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de problème, évidemment. Mais en tout cas, dans le fonctionnement des effectifs de la police nationale et de la police municipale, ça donne des résultats et ça donne vraiment de très bons résultats. Ça, nous en sommes très heureux. Nous étions en réunion aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines mardi matin avec monsieur le préfet, avec le commissaire, avec le directeur aussi de la sécurité départementale, pour faire un point, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un grand commissariat qui s'appellera le commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui va être réalisé sur Elancourt. Ça ne veut pas dire qu'on va déshabiller le commissariat de Guyancourt, simplement on va mettre des moyens supplémentaires sur ce commissariat qui va se créer à Elancourt pour essayer d'être plus efficace encore en matière de sécurité. Donc on a évoqué les différents sujets que je viens d'évoquer là sur les caméras, sur un certain nombre de choses. En fait, le préfet, suite à un certain nombre de choses que j'ai pu évoquer avec le commissaire sur des initiatives que nous avions prises à Montigny, m'a expliqué qu'il allait bientôt participer à un Beauvau de la police, des polices municipales. Alors, il y a les Grenelles d'un côté, il y a les Beauvaux de l'autre, hein, pour les grandes réunions. Et il m'a demandé à ce que la ville de Montigny apporte une contribution, justement, pour ce Beauvau des polices municipales qui viendra dans quelques temps. Donc voilà des nouvelles sur le champ de la sécurité que je voulais vous apporter aussi. Et j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous laisser la parole à présent et je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez et puis nous essaierons d'y répondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qui veut poser la première question? Où se trouve la chambre de loisirs? Vous avez parlé de chambre de loisirs et vous avez parlé de plan vélo. Oui, le micro. Alors, j'expliquais tout à l'heure, monsieur, quand je pose une question, quand vous voulez poser une question, vous levez la main, on vous donne le micro parce que c'est pas grave. On retransmet donc pour que les gens puissent entendre votre question. Oui, mais toutes les questions, ce sera juste, mais c'est pour qu'on vous entende. Vous avez parlé tout à l'heure, donc c'est un détail, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez le dire? Et d'autre part, vous avez parlé de plan vélo, mais vous n'avez pas dit si le contenu de la D'accord. Je vais vous répondre. Alors, l'île de loisirs, c'est la base de loisirs. Voilà. C'est les nouveaux noms qui ont été donnés il y a quelques années par la région. On n'appelle plus ça une base, on appelle ça une île. Alors nous, c'est un peu un paradoxe parce qu'on a un étang, donc c'est une île Pantoura. Mais voilà. Et donc, comme je l'expliquais, nous avons obtenu avec la région, grâce à la région et avec Saint-Quentin-en-Yvelines, la création d'une passerelle piétonne qui sera le long de l'avenue des Prés, là où vous avez la station de lavage à peu près. Juste avant, vous avez un petit tunnel qui passe sous la voie ferrée. Eh bien, vous pourrez emprunter ce petit tunnel et de l'autre côté de la voie ferrée, vous aurez une passerelle qui passera au-dessus de l'autoroute, qui rejoindra directement l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Et quand je parlais du plan vélo, c'est tout simplement parce que nous avons, et c'est M. Jouclet qui est derrière vous, qui travaille avec Bruno Boussard et avec les services techniques sur le déploiement des pistes cyclables sur les voiries qui relèvent de la ville et sur les sentiers aussi que nous pouvons avoir, puisque nous avons beaucoup de chemins sur la ville. Et donc, on essaye d'élaborer
une circulation vélo la plus sécurisée possible sur l'ensemble de la ville de cette manière. Mais il y a des voiries qui dépendent de Saint-Quentin en Yvelines. Juste à côté, hein. Prenez Vauban dans l'Humber, ça dépend de la communauté d'agglomération. Et donc, Saint-Quentin en Yvelines travaille elle aussi à la réalisation de pistes cyclables, souvent pour compléter, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais pour compléter encore la création de pistes cyclables qui sont sur ces axes-là. Et ensuite, vous pouvez ajouter également celles qui dépendent du département. Je pense à l'avenue Paul de Louvrier sur l'avenue du Pas-du-Lac, où vous avez eu une création de pistes cyclables, là aussi. Donc on superpose toutes ces couches pour avoir un plan global de déploiement des pistes cyclables sur le territoire de Montigny-Bretonneux et de Saint-Quentin en Yvelines, si on va un petit peu plus loin, puisque on est quand même très proches les uns des autres, et on a aussi intérêt à pouvoir circuler de l'une à l'autre. Donc voilà ce que j'appelle le plan vélo sur la ville, monsieur. C'est à l'intérieur. Oui, exactement. Si, et Saint-Quentin, et Saint-Quentin, et Saint-Quentin. Une autre question, madame, oui. Comment je vais rester ça? C'est pas grave. En parlant de plus de loisirs, j'ai découvert récemment, parce que j'ai mes petits-enfants régulièrement là-bas, que les tarifs avaient été envolés. Les forains s'en plaignent parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Hein, on n'a pas fait la queue même pendant les vacances scolaires. Donc, je voulais savoir qui est-ce qui gère, comment ça se passe financièrement, maintenant, ça a changé. Et la deuxième question, c'est juste savoir toutes ces pistes cyclables, où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'il y a un document? Bon, moi, j'aimerais bien parfois faire des vidéos, mais je ne connais pas, je ne sais pas où les trouver. Alors, je vais vous répondre sur la première et je laisserai M. Jouglet vous répondre sur la deuxième. Je sais, hein, mais on va partager. Sur la première, l'île de loisirs, depuis sa création, était gérée de façon tripartite entre la communauté d'agglomération, le département et Saint-Quentin-en-Yvelines. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Entre Saint-Quentin-en-Yvelines, donc le département et la région. Tout ce qui était fonctionnement était porté par Saint-Quentin-en-Yvelines et le département. Tout ce qui était investissement était porté par la région. Nous sommes arrivés dans une situation de crise il y a un certain nombre d'années parce que les déficits chaque année devenaient de plus en plus importants pour le département et pour la communauté d'agglomération parce qu'ils considéraient que les investissements faits par la région n'étaient pas suffisants et donc il y avait constamment des problèmes qu'il fallait régler. La région, elle, de son côté, considérait que c'est parce qu'on avait mal assuré le fonctionnement qu'on lui demandait beaucoup d'investissements. Pour vous reprendre une phrase de Pierre Bédier, le président du département, à ce sujet, il disait c'est une aberration. En fait, vous en avez un qui tient le volant, un le levier de vitesse et l'autre qui appuie sur les pédales. Ça ne peut pas marcher. Donc il a dit, moi, je souhaite sortir le département de l'île de loisirs. Je suis prêt en contrepartie à verser des sommes importantes en matière d'investissement pour aider, pour impulser, pour refaire quelque chose, parce qu'elle a beaucoup vieilli. Mais voilà comment on fera. Quand le département a annoncé sa sortie, nous avons discuté, communauté d'agglomération, avec la région, pour proposer un fonctionnement dans lequel on sortait de ce dispositif de l'un paye le fonctionnement, l'autre l'investissement, et chacun participe aux deux. Se disant comme ça, travaillant et ayant les mêmes responsabilités des deux côtés, on se mettra d'accord sur ce qu'il faut investir. La région n'a pas souhaité aller vers cette solution-là. Et donc, il a été décidé par la région, par la communauté d'agglomération, de mettre fin au dispositif qui existait depuis toujours. Et c'est la région qui a repris en propre la gestion du fonctionnement et l'investissement sur l'île de loisirs. Alors, il faut comprendre, je vous le disais tout à l'heure, on a depuis un certain nombre d'années des déficits qui sont relativement importants sur l'île de loisirs parce que c'est un espace qui coûte cher en entretien, parce que les infrastructures ont beaucoup vieilli et qu'il faudrait effectivement mettre de l'argent. Donc la région a augmenté les tarifs pour retrouver un petit peu de recettes, si vous voulez, sur l'île de loisirs. Ce qui est certain, c'est que la situation dans laquelle se trouve l'île de loisirs aujourd'hui,
ne pourra pas perdurer de cette manière-là. Soit la région trouve un preneur type UCPA ou un autre qui dit bah, moi je sais la gérer, je sais faire et je la prends et je m'en occupe. Et ça peut aller vers un modèle de ce type. Soit on arrive à s'entendre entre la communauté d'agglomération et la région sur un fonctionnement qui soit adéquat pour l'île de loisirs. Mais ça passe aussi par un projet qui permettrait de relancer l'île de loisirs. Parce que aujourd'hui, entre les coûts d'entretien et les faibles recettes qu'on peut dégager par le fonctionnement de l'île de loisirs, ça ne peut pas tenir. Et je vous ai parlé des finances de la ville tout à l'heure, mais 50 ans en Yvelines, c'est pareil. Enfin, voilà, vous vous doutez. Donc, on peut pas, on est obligé de chercher un mécanisme qui soit plus vertueux et qui évite d'avoir ce tonneau des Danaïdes où chaque année, on est obligé de remettre de l'argent au pot parce que ça coûte trop cher. Donc, même si aujourd'hui la région est la seule à gérer, on est quand même en discussion permanente avec 50 ans en Yvelines, en discussion permanente avec la région, parce qu'il y a aussi une vocation sociale sur l'île, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes, et donc il faut qu'on veille à tout ça, et là-dessus, il n'y a pas de problème, on n'est pas froissé, on n'est pas fâché avec la région. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière aujourd'hui, qui met fin à un système qui ne pouvait plus fonctionner, mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve de nouveaux systèmes. Voilà. Jérémy? Alors, pour savoir où circuler à vélo à Montigny, à Saint-Quentin, en fait, il y a deux grandes options. Soit vous êtes plutôt papier. Et ça, il y a un document qui est remis à jour. Alors, pas en temps réel parce que ça coûte d'imprimer. Et ça, vous pouvez les avoir à l'agence de la mobilité à la gare. C'est Saint-Quentin qui l'imprime. Il l'imprime pour toute l'agglo. À Montigny, vu qu'on est au centre, des fois, c'est pas très pratique parce qu'il faut aller voir l'encart du centre par rapport euh, pour avoir une vue globale. Et sinon, si vous voulez, avec des téléphones portables ou en ligne, eh ben, donc, moi, je maintiens personnellement à jour le OpenStreetMap. Donc, toutes les informations sur le vélo à Montigny sont à jour sur cette carte-là qui est libre d'accès. Et il y a une application que je recommande, c'est GeoVélo. GeoVélo, donc, qui est spécialisée dans les itinéraires vélo. Donc, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, ça vous donne plusieurs itinéraires et ça vous donne des itinéraires soit rapides, quand on est pressé, ou soit ce qu'ils appellent plutôt sécurisé ou détente, qui sera peut-être un peu plus long, mais qui vous fera passer par nos centres et par nos pistes cyclables pour avoir le moins de traversées, moins de routes à faire. Merci, Jérémy. Et alors, je profite de ce qui vient d'être dit là, parce que donc nous avons beaucoup de pistes cyclables, mais est-ce que vous avez vu que nous avions désormais des sentiers de randonnée sur la ville? Vous avez vu? Hein. Eh bien, c'est grâce, entre autres, au travail du monsieur et de son association qui est juste là, monsieur Pascal Wagner, qui est président de l'ADAL, à qui je donne un grand merci pour le travail qui a été fait, parce que ça a été des heures et des heures et des heures pour élaborer ces sentes sur Montigny. Donc, encore merci. Une autre question? Oui, madame. Et il y a madame et monsieur. Concernant les sentiers de randonnée, on les lance beaucoup On voit de temps en temps vos petites annonces avec le truc gris et jaune, mais on ne sait pas d'où ça part et on ne sait pas où ça va. Donc de temps en temps, on en voit un, on se dit, ah bah ça y est, je suis sur le sentier, puis après, voilà. Je voulais savoir comment on pouvait suivre vraiment le sentier. Et une autre question sur l'île de loisirs, les vélos payent pour rentrer à l'île de loisirs? Non. Ah d'accord. Et ils ne payeront pas quand il y aura le... La passerelle. Et monsieur juste devant, comme ça je prendrai les deux questions. J'avais aussi une question sur le vélo. Donc, on a vu de beaux investissements sur le vélo de Montigny, sur les pistes cyclables. Par contre, on ne voit pas des pancartes tournent à droite qui permet aux cyclistes de passer les feux en respectant la priorité. On ne voit pas non plus, lorsqu'il y a une rue à sens unique, là, il y a la rue Jean Cocteau, Oui. une piste cyclable, la possibilité pour les cyclistes d'emprunter cette rue à contresens. Donc ça, c'est des mesures qui ne coûtent pas cher,
Et on ne comprend pas ce que ça existe, c'est très longtemps à New York. Alors, pour répondre d'abord sur les centres et sur comment s'orienter, vous avez des plans, vous avez un plan qui est à l'entrée, au niveau du col du Manet, hein, à la ferme du Manet. Voilà, on s'est dit que le col, c'était un beau symbole, alors on l'a mis là. Et puis, vous allez avoir dans quelques mois des tables d'orientation qui vont être mises. Il y en aura une sur la place de la gare et il y en aura une autre dans le parc de l'université qui permettront aussi de voir un petit peu ces différents itinéraires sur la ville et ses environs, puisque certains des sentiers passent aussi par Guyancourt et par Voisins. Et vous aurez aussi, vous les avez en accès sur le site de la ville. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder là aussi. Voilà. Ensuite, sur la signalétique, ça c'est un vrai sujet parce que j'en avais discuté avec le président du VCMB il n'y a pas très longtemps. D'abord, c'est compliqué de se tenir au courant de la dernière réglementation en vigueur sur tous les panneaux qui concernent le vélo, puisqu'il m'a montré un certain nombre de choses qui existaient sur la ville en me disant bon ben ça c'était bon, mais ça vient de changer, c'est plus ça. Donc il faut se tenir au courant, il faut pouvoir changer parfois certains panneaux. Ensuite, vous avez cité la rue Jean Cocteau, effectivement, donc là on a mis la signalétique pour bien dire qu'on pouvait circuler en sens inverse. Hein, c'est inscrit sur... Oui, oui, c'est inscrit sur la route. Vous l'avez inscrit sur la route. Et non, non, mais pas de problème. Donc, mais les travaux étaient encore là, étaient encore cette semaine. Donc, mais le marquage, lui, était fait déjà depuis quelques jours. Mais ça y est, c'est fait sur la rue Jean Cocteau. Là-dessus, sur la signalétique, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Attends, explique dans le micro. En fait, vous avez le type de panneau que vous indiquez, placé sur les feux rouges, indique la possibilité de griller le feu pour le cycliste. Ah, si, ça s'appelle griller le feu. C'est autoriser le cycliste, malgré le feu rouge, à prendre certaines directions. Alors, effectivement, il y a plusieurs panneaux. Soit on autorise juste de tourner à droite, on peut aller tout droit s'il n'y a pas le feu, enfin, différentes directions. Pour ça, il faut prendre un arrêté. Aujourd'hui, on n'a pas fait le choix encore d'autoriser le dépassement des feux rouges. Après, vous savez, ça existe dans certaines villes, ça apporte beaucoup de soucis aussi. Après, c'est il y a quand même des retours d'accidents parce que les cyclistes, du coup, savent qu'effectivement, ils ont cette protection par la position du petit panneau et ils passent largement, enfin, très facilement le feu rouge au détriment. C'est la vie, malheureusement, l'être humain est ainsi. Dès qu'on lui donne une petite autorisation, il voit à 10 mètres le piéton qui va traverser, comme il sait qu'il a le panneau, il commence à jouer de la, comment ça s'appelle, de la sonnette pour intimider les gens. Et aujourd'hui, on n'a pas franchi ce pas-là encore. Oui. Concernant les vélos, il y a une chose là, la rue Victor Hugo, il y a beaucoup de vélos qui préfèrent le trottoir aux pistes cyclables. Oui. Et lorsque vous sortez de chez nous, ben, j'ai intérêt à faire gaffe. Ça, et les patinettes. Enfin, quoi, ça s'est un peu calmé, les patinettes, oui. il y en a moins. Il y en a moins. Et sincèrement, puis alors, attendez, dans les écoles, informer les parents que les enfants, en période d'hiver, aient des gilets jaunes, ils aient au moins une petite lumière rouge et blanche sur leur vélo. Vous avez des mondes qui sortent du collège avec des VTT où il n'y a rien, il n'y a absolument rien, quoi. Et parfois, bah, c'est comme elles sont. L'été, on a les arbres, les réverbères sont étouffés par les marronniers, Ouais. et on ne voit pas mieux. Ouais. Monsieur là-bas, ça. Je vous remercie doublement et c'est maintenant mes questions que je vous posais.
Donc, je vous ai soumis qu'il y avait des vagues d'intimidation dans la rue Jean Cocteau, Oui. avec un chien qui frappait dans les portes d'entrée. Donc, elle se met, on vous remercie de ce Pio qui m'a répondu par mail. J'ai pas eu l'occasion de lui répondre, je voulais vous remercier publiquement. Donc, je sais que vous avez fait quelque chose, je voudrais savoir si ça a apporté de ses fruits auprès des deux proviseurs. Et la deuxième question, peut-être qu'il y a d'autres personnes sur cette première question concernant cette date d'incivilité, il y a d'autres habitants qui sont touchés. Et deuxième question, c'est le naufrage de la fibre. On en fait partie, on n'a toujours pas la fibre au Jean Cocteau. Vous avez aussi faire preuve d'abnégation, parce que vous avez écrit à SFR sur mon cas, par exemple, il n'est toujours pas réglé. Et donc maintenant, je suis ballotté entre SFR, Free et l'ARCEP qui met pas à jour sa carte. Et donc ils attendent, et puis des problèmes de connectique, donc ça n'en finit plus. Je D'accord. suis désolé. Hein, Non, non, mais... Merci en tout cas pour votre action. Soyez pas désolés. Hier soir, il y avait, je ne sais pas si bon, il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent Jean-Pierre Pluyot, un élu qui a été élu, ah oui, oui, 42 ans à Montigny. Hein. Il bat tous les records, Jean-Pierre Pluyot. Et hier soir, il avait une médaille du mérite. S'il y en a un qui la mérite, c'était bien lui. Et le préfet était là, ce qui était très gentil de sa part. Et après la réunion, enfin après la remise des médailles, on a un peu discuté ensemble. Et je lui demande, parce que c'est quelqu'un qui avant travaillait au niveau de l'Élysée et qui a demandé à venir travailler en préfecture. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui était votre motivation pour venir travailler en préfecture? Il a dit, vous savez, pour être préfet, c'est comme quand on est élu, quand on est maire, il y a deux conditions. Il faut aimer les gens et il faut aimer résoudre les problèmes. Bon, ben voilà, on est là pour ça, c'est tout. Donc, sur les incivilités au niveau des collèges, effectivement, on a adressé les courriers aux différents principaux et proviseurs. Pour l'instant, le courrier est parti là il y a quelques jours, donc j'ai pas encore eu de retour. Hein, mais on va suivre ça évidemment avec eux. Mais on a très bon rapport avec les principaux proviseurs. En général, quand on leur écrit, il y a une réactivité. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Après, ça rejoint la remarque de monsieur sur les vélos qui préfèrent prendre le trottoir plutôt que les rues. On est dans une phase actuellement où c'est vrai, le vélo prend de plus en plus d'importance et c'est bien, tant mieux. Et il faut qu'on arrive à caler le bon fonctionnement et le bien vivre entre les uns et les autres avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le savoir rouler avec le VCMB. Hein. On a un monsieur de la rue Jean Cocteau qui participe à ça justement pour que les enfants apprennent les bonnes règles et respectent le code de la route parce que, encore une fois, je vous dis, quand je circulais avec monsieur Costel, je me fais pas souvent verbaliser parce que je respecte pas le code, mais pourtant, si on m'interroge sur le code, je me trompe tout le temps. Et je suis sûr que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, parce que ça a tellement évolué qu'il y a des tas de choses qui changent et qu'on ne sait pas. Donc, c'est important de faire cette information auprès des jeunes publics, de façon à ce qu'ils aient cette attention, cette vigilance demain au niveau du vélo. Et sur les incivilités, alors là, on est... je l'espère, on est sur de la blague de potache, hein, de frapper aux portes quand on est sorti de l'établissement. C'est insupportable pour les gens qui le subissent, mais on est encore sur de la blague de potache. C'est pour ça que j'espère vraiment que l'intervention auprès des principaux va porter ses fruits, parce qu'on n'est pas sur un point de délinquance qu'on a repéré et qui est difficile à enlever. On est vraiment là sur des actions bêtes de gamins, quoi. Hein. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Sur la fibre, alors, Antoine Beau, mon directeur de cabinet, va appeler le responsable régional demain de SFR pour savoir pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on a écrit, on avait eu un retour, disons, on s'en occupe, et là, vous nous dites que c'est toujours pas traité, donc on va reprendre contact avec eux, puis on va continuer. Hein. C'est tout. On va suivre ça. Voilà. Une autre question? Oui. J'ai deux questions. La première porte sur les arbres. Vous avez planté des arbres à Nicolas Abou, ça descend tout le long de la rue jusqu'au flot, en fait, via les radars. Et est-ce que vous envisagez de continuer après? Parce que je trouve que c'est une belle initiative et on est un peu frustrés dans notre beau quartier de ne pas voir des arbres qui poussent là. Voilà. Ça, c'est la première question. La seconde, il y a un certain nombre de voitures qui, pour
économiser les feux avec tous les radars, tournent et foncent sur la rue Victor Hugo pour rejoindre de l'autre côté. Est-ce qu'il y a moyen, je ne sais pas, de mettre un ralentisseur ou de faire quelque chose, de mettre en sens unique, je ne sais pas, mais je pense que c'est dangereux d'avoir les voitures qui roulent à 50 à l'heure dans les quartiers comme les nôtres. Merci, monsieur. Alors oui, les arbres, on va poursuivre. Hein, alors c'est fait avec Saint-Quentin en Yvelines. On avait travaillé ensemble là-dessus. Ils ont planté cette première partie. Ils continueront. Alors je ne peux pas vous dire quand parce que Saint-Quentin en Yvelines, vous voyez, je vous parlais d'1,6 million pour la ville de Montigny. Saint-Quentin en Yvelines, c'est 10 millions. 10 millions. Oui, on leur prend 10 millions. Alors, le budget de Saint-Quentin en Yvelines est autrement plus important que celui de la ville de Montigny, mais tout de même, 10 millions, pareil, qui tombent. Donc, on est dans les mêmes difficultés. Donc, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais oui, c'est prévu. On veut vraiment arborer l'avenue Nicolas. Après, sur le fait de mettre des ralentisseurs sur Victor Hugo, là, je ne sais pas vous répondre comme ça. Les ralentisseurs, la question que je pose toujours, c'est là où on veut le mettre, est-ce que les riverains sont d'accord? Ben voilà. Non, mais voilà. Ouais. Ça peut être un sens unique. Alors, Mais il faut que ça soit sens unique, attention. Sens unique, quand on est dans le cas de la rue Victor Hugo, ça marche, de la rue Cocteau, ça marche bien parce que c'est une rue très étroite et en plus qui est un peu tortueuse. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous avez une rue comme la rue Victor Hugo, si vous la mettez en sens unique, alors là, vous en faites une voie, on roule encore plus vite puisqu'on n'a pas, on n'a pas la crainte d'avoir un véhicule qui arrive en face. de toute façon, après, c'est inaccessible pour arriver dans les maisons. Oui, oui. Là, Mais en revanche, j'entends ce que vous dites sur la rue Victor Hugo, sur le problème des circulations. On va regarder avec le conseil de quartier et on va voir s'il y a une solution. Je ne suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, on va regarder si on peut trouver une solution là-dessus. Voilà. Mais ralentisseur, voilà, c'est vraiment c'est la bonne idée, sauf qu'une fois qu'on a installé le ralentisseur, souvent, on a des courriers des riverains immédiats du ralentisseur qui disent je ne supporte pas le boum 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 tout le temps devant chez moi, c'est enlevez-moi ce ralentisseur. Donc voilà, faut. Vous voyez, quand je pose la question, tout de suite, le retour est plutôt négatif. il y a que les chicanes. Hein. Oui, alors il y a des systèmes de chicane, c'est vrai, ça peut arriver, on peut regarder ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans le dispositif de chicane, c'est que soit vous mettez vraiment des aménagements lourds, importants, pour que vous ayez de vraies chicanes, ce qui là pour le coup est relativement coûteux, soit vous faites des systèmes avec des stationnements de voitures. Le problème, c'est que stationnement de voitures, vous avez des tas d'heures dans la journée où il n'y a personne, et donc ça ne bloque pas les voitures qui voudraient rouler vite. Mais ça peut être une solution aussi, éventuellement. En journée, avec la retour, elle est bien faire. Ah, mais oui, oui, ça, je sais, j'y passe souvent, oui, je sais. Vous avez parlé de chicane comme moyen assez efficace pour ralentir. Ben justement, la rue Jean Cocteau a perdu sa chicane. Et puisque mon balcon donne dessus, je vois maintenant que les livreurs ne se gênent absolument pas pour les vite. Ce ne sont pas les habitants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge dans la rue, mais c'est quand même le boulevard pour aller à l'école ici. Et je trouve qu'il y a quand même danger. Sinon, on va bien. Alors, je vais revenir sur la rue Jean Cocteau quand même, parce qu'on est venu il y a 2 jours pour regarder un peu l'avancement des travaux. Encore un grand merci donc à Monsieur Philippe, le président du conseil syndical. Merci aussi au monsieur qui est à côté de lui, parce qu'on voulait montrer, on a fait une petite vidéo pour montrer ça, parce que cette rue, je ne sais pas si vous le savez, pour la première fois, on a fait une rue dans laquelle l'eau s'écoule à la parcelle. C'est-à-dire que, alors ça c'est Bruno Boussard, c'est ce monsieur, c'est de sa faute. Plutôt que de faire une réfection traditionnelle de la rue Jean Cocteau, Bruno Boussard a suggéré qu'on travaille avec de l'infiltration à la parcelle. Donc ça veut dire que vous avez une altimétrie au niveau de la voie qui fait que l'eau elle descend par gravité et elle va tomber dans des espaces verts, dans des choses qui vont récupérer l'eau et faire pousser les plantes. Et puis vous avez les trottoirs. Et les trottoirs, eux, pour le coup, ne pouvaient pas fonctionner dans ce système de gravité. Et là, ils ont trouvé quelque chose d'ingénieux que je ne connaissais pas. C'est un bitume poreux.
Et donc, quand vous marchez sur ces trottoirs, ces trottoirs rouges comme on en voit partout à Montigny, on a fait l'expérience. C'est pour ça que je remercie monsieur, parce que il faudrait qu'on ait de l'eau pour tester. Et monsieur, très gentiment, m'a apporté l'arrosoir d'un voisin rempli d'eau. J'ai fait l'expérience, j'ai fait couler l'eau comme ça sur le trottoir. Je n'ai pas mouillé mes chaussures, plomb, ça rentrait dans le trottoir, ça rentrait dans le sol. Donc ça, c'est vraiment une belle initiative. En plus, sur le travail de la rue Jean Cocteau, on avait d'abord travaillé en concertation avec les habitants, on avait vraiment passé du temps pour bien voir quelles étaient les envies des gens, regarder ces problématiques entre les parties privatives et les parties publiques, les arbres, qu'est-ce qu'on met à la place, etc. Et quand je suis repassé dans la rue, je l'ai trouvée très très belle. Et vraiment, ah si, elle est belle, la rue Jean Cocteau quand même. Ah si, elle est belle. Ah si, elle est belle. Et comment? Et en plus, maintenant, on a des trottoirs, justement parce que là, on a pu faire sens unique. Là, on a pu faire sens unique. Après, sur les livraisons, alors vous parlez des livraisons pour l'école, là. Hein. C'est ça, hein? Non, mais les livreurs, Ah, les livreurs. ils raccourcissent. Ah oui, mais Oui. les livreurs, moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Quand vous commandez sur un... Déjà, essayez d'aller plutôt dans les commerces que d'aller dans un recueil de livrer. Déjà. Parce que après, moi, je vois tout le temps sur Facebook, oh là là, le centre commercial meurt, c'est une catastrophe. Ben oui, mais si vous n'allez pas y acheter quelque chose, effectivement, il va se retrouver, il va dépérir. Et puis, ou alors, si vous commandez vraiment sur Internet, demandez à vous faire livrer dans le magasin du coin. Comme ça, le livreur, il ne viendra pas avec son scooter, sa voiture, sa camionnette pour arriver dans votre rue. Et comme lui, il est payé à la tâche, ben oui, il va vite. Donc forcément, il va essayer de faire le plus rapidement, il va bloquer s'il a une camionnette parce qu'il ne veut pas prendre le temps de se garer, etc. Donc prenez le réflexe, vous voulez vous faire livrer, très bien, mais dans ces cas-là, faites-vous livrer dans vos commerces. En plus, ça vous donne l'occasion d'aller dans le commerce. Voilà là-dessus. Alors, il y a une question par quelqu'un qui suit. Je souhaiterais avoir des précisions. Ah ben, oui, je me disais bien que ce fallait que ça vienne. Je souhaiterais avoir des précisions sur le projet du futur stade du PSG dans notre ville. Pouvez-vous nous dire si ce projet est réellement envisagé ici? Quelles seraient les retombées économiques attendues pour notre ville si ce projet aboutissait? Enfin, les habitants seront-ils consultés pour ce projet? Ah, et quand même, je le disais, depuis le début de la réunion, pas une question sur le PSG. Ah, sur le stade, vous avez raison, sur le stade, absolument. Alors, à ce jour, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Je suis vraiment persuadé que jusqu'au bout de la démarche, même si un jour le PSG annonçait qu'il venait ici, je suis persuadé que le PSG, si un jour il peut négocier avec le Parc des Princes et la ville de Paris pour rester au Parc des Princes, il restera au Parc des Princes. C'est une quasi-certitude. Donc, je pense que très, très probablement, le PSG restera au Parc des Princes. Si jamais il devait quitter le Parc des Princes, aujourd'hui, il y a 3 sites sur la région de France qui sont retenus, dont celui de Montigny, sur le nord de l'île de Loisirs. Les rencontres que nous avons eues avec le Paris Saint-Germain sur ce sujet ont permis de voir un petit peu l'ambition que pourrait avoir le Paris Saint-Germain sur l'installation de ce stade. Pour l'instant, nous ne savons que cela. Par contre, nous n'avons aucun élément sur le déplacement, les voyages des spectateurs, et nous n'avons pas d'informations sur le fonctionnement du stade. Donc nous en sommes encore très loin. Et pour l'instant, la seule chose que j'ai répondu au Paris Saint-Germain, c'est d'accord pour voir. C'est-à-dire, on est prêt à étudier avec vous, à regarder quel projet vous pourriez mettre là. Pourquoi je suis d'accord pour voir? Parce que, comme le monsieur ou la dame le dit dans la question qui est posée là, il y aura des retombées économiques, alors évidemment par l'installation du stade, hein, puisqu'ils auront à payer un certain nombre de choses en étant là, mais essentiellement aussi des retombées économiques indirectes. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de la fiscalité, ce qui nous tient à Montigny, ce qui nous tient à Saint-Quentin, c'est notre tissu économique. Si on a les moyens qu'on peut mettre dans nos médiathèques, qu'on peut mettre partout, c'est grâce au tissu économique, c'est grâce à nos entreprises. C'est ça qui fait la force de Saint-Quentin depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, on a un vrai sujet qui s'est accéléré avec le Covid, qui s'est accéléré avec la crise énergétique de ces dernières années. Je vous disais, là, on a un mandat qui est vraiment particulier là-dessus.
qui fait que les entreprises aujourd'hui cherchent tout à réduire leur surface. Et au moment où elles se disent, tiens, je vais changer, je vais quitter le bâtiment dans lequel je me trouve pour aller dans quelque chose de plus petit, elles se posent la question, pour celles qui sont à Saint-Quentin, est-ce que je reste à Saint-Quentin ou est-ce que je vais ailleurs? Et comme en ce moment, il y a des entreprises qui veulent quitter leur bâtiment partout, les mètres carrés aujourd'hui sont très peu chers, y compris dans Paris. Aujourd'hui, vous avez des mètres carrés à la Défense qui sont moins élevés qu'à Saint-Quentin. Ce qui nous permet jusqu'à aujourd'hui de retenir les entreprises à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le fait qu'une grande partie des salariés de ces entreprises sont des gens qui sont venus s'installer il y a longtemps, dont peut-être certains d'entre vous font partie, et qui sont attachés au territoire. Et quand l'entreprise commence à dire on va peut-être quitter Saint-Quentin pour aller ailleurs, ben, il y a une bronca, et puis finalement l'entreprise elle reste. Mais ces gens qui sont venus travailler dans les années 80, 90, début 2000, vont petit à petit partir à la retraite. Et les jeunes qui vont rentrer dans ces sociétés, que ces sociétés cherchent à faire venir dans leurs entreprises, eux ne sont pas forcément du territoire. Et souvent sont plutôt Paris, petite couronne. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une concurrence qui est à notre désavantage et que c'est de plus en plus difficile de retenir une entreprise sur le territoire de Saint-Quentin. Donc, quand on a Airbus qui dit je viens, alors qui dit je viens, qui dit je reste, parce qu'en fait elle est allée en cours. C'est pas une entreprise qui vient de l'extérieur, mais au moins on la sauve, on la garde sur le territoire de Saint-Quentin. Et puis nous, pour Montigny, ça nous fait une taxe en plus au titre de la ville, et ça on peut s'en réjouir. Mais voilà, on est là-dedans aujourd'hui. Et ça, il faut bien en avoir conscience, parce que si dans 10 ans, on a nos entreprises. Aujourd'hui, grosso modo, une entreprise, elle dit moi j'ai besoin entre 30 et 50% de moins de superficie. Si on réduit de ça nos entreprises, c'est 30 à 50% de recettes en moins pour Montigny et pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça veut dire qu'il va falloir impérativement qu'on attire d'autres entreprises sur le territoire, qu'on ne pourra pas continuer seulement avec les entreprises que nous avons. Il faudra déjà qu'on arrive à garder celles qu'on a, mais en plus, il faudra qu'on en attire d'autres. Et là-dessus, c'est vrai, je crois vraiment que la présence du stade du Paris Saint-Germain sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines donnerait un coup de projecteur sur la zone qui serait extrêmement intéressant dans les discussions que l'on peut avoir avec les entreprises quand on veut les faire venir. Ça c'est une conviction et on voit un petit peu, nous, rien que l'effet JO dans les discussions qu'on peut avoir avec les entreprises, l'impact que ça peut avoir. Donc, j'espère beaucoup dans cette capacité, si nous avions le Paris Saint-Germain, à pouvoir attirer des entreprises. Mais comme je disais tout à l'heure, d'accord pour voir. Parce que c'est pas oui pour attirer des entreprises, mais pour avoir tellement de désagréments à côté que la ville n'est plus Montigny. Donc il faut qu'on soit très vigilant sur les points que j'évoquais tout à l'heure, la sécurité, les transports, la façon dont le stade va être conçu aussi. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain nous a parlé d'une ambition, on est en milliards sur ce projet-là, avec une volonté annoncée au moment de la discussion, écologique sur le bâtiment, qui était extrêmement poussée, extrêmement forte. Bon, nous verrons ça si jamais il nous disait qu'il venait chez nous. Mais encore une fois, je ne dis pas oui les yeux fermés sur ce sujet-là. D'autant que c'est un sujet, il faut le savoir, le Paris Saint-Germain, si demain était signé, et ce ne sera pas demain, le fait qu'il venait à Montigny, le stade n'ouvrirait ses portes que dans une dizaine d'années. Donc, je ne resterai pas maire pendant 40 ans, donc je ne profiterai pas. Je pense qu'il faut savoir passer la place au bout d'un moment. Vraiment, moi, je suis dégagé de ça, de cet aspect-là des choses. Je ne brillerai pas au Paris Saint-Germain. Donc, j'ai pas cette question-là pour moi. Mais par contre, je suis convaincu, vraiment convaincu, qu'un projet comme ça, oui, peut nous aider à maintenir l'attractivité du territoire de Saint-Quentin. N'oubliez pas non plus que nous avons le grand métro qui se crée tout autour de Paris, avec des créations de gares, avec des nouveaux quartiers tout autour de Paris. Des quartiers qui viennent en concurrence avec Saint-Quentin-en-Yvelines, là aussi, pour attirer des jeunes qui vont se loger, pour attirer des entreprises. Et donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut avoir, nous,
pour continuer d'être attractif sur le territoire. Alors, on ne va pas mettre tous nos œufs dans l'histoire du Paris Saint-Germain, parce que j'ai commencé en vous disant que je pense qu'il y a 9 chances, 9 risques, comme on veut, sur 10 que le Paris Saint-Germain ne vienne pas ici. Mais rien que pour l'instant, déjà, le fait que le Paris Saint-Germain marque de l'intérêt pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ben nous, rien que ça, on capitalise dessus en ce moment. Quand on rencontre les entreprises, pourquoi le Paris Saint-Germain il veut venir chez nous? Parce qu'entre Paris et nous, il n'y a pas de feu rouge. Et oui, parce que chez nous, il y a tout. Il y a l'université, il y a les commerces, il y a la culture, mais il y a aussi, si vous prenez la ville de Montigny, il y a 60% d'espace vert. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, on a à défendre notre territoire et pourquoi pas avec le Paris Saint-Germain si vraiment la proposition était vraiment valable. Voilà, mais encore une fois là-dessus, pour l'instant, ne nous emballons pas. Les joueurs ne sont pas prêts d'être là et je pense encore une fois que s'ils peuvent rester au Parc des Princes, ils le feront. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Oui, pardon. Vous n'avez pas répondu à une partie de cette question. Est-ce que la population sera consultée? Ah ben, on reviendra vers la population. Bien sûr, bien sûr. On le fait depuis le début du mandat. À chaque fois qu'on a des grands sujets, on le fait. Donc on reviendra devant la population. Ça, c'est certain. Bien sûr. Ensuite. Alors, allez-vous. Oui, donc, Victor Hugo, on parle souvent des marronniers, ces réunions. J'aurais pas compris. Ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle. On parle des dégâts causés par les marronniers, parce qu'on les observe sur les trottoirs, et on commence à les observer dans nos propriétés, avec des allées garage qui se fissurent. Moi, j'ai refait mon allée garage cette année, j'ai enlevé des racines, il y avait une section de 13 cm qui rentrait dans ma propriété. Alors là, je suis un peu tranquille, j'ai tout coupé les racines, c'était chez moi, mais bon, il y a des dégâts potentiels importants, donc il me semble que tous les riverains de cette rue Victor Hugo signalent les désagréments que causent ces arbres et surtout les dégâts potentiels qu'ils représentent parce qu'ils sont toujours en croissance. Donc, je voulais savoir si ce problème était pris en compte, si on pouvait espérer une programmation pour enlever ces arbres. Moi, je suis son voisin. Je connais. Alors, au niveau des racines, pour informer M. Boussard, toutes les années, il nous dit qu'on ne peut pas couper les arbres en hauteur parce que les racines risqueraient de grossir. Et ben là, je peux vous dire que les racines, elles ne sont pas de les arbres, mais certaines branches du tronc. C'est infernal. Moi, j'ai fait peur tout à l'heure, on parlait d'un beau piton rouge. Oui, moi, j'ai fait ça chez moi il y a 12 ans. Aujourd'hui, il est fondu en deux parce que justement, sur le trottoir, j'ai les racines qui rentrent dans ma maison. Et ces racines qu'il a eues, elles sont à 3 mètres de son mur, dans le jardin. Et ça a traversé tout le trottoir. Alors moi, ce que je vais faire bientôt, là, parce que moi, j'ai 2 piliers qui bougent. Je vais prendre ma tronçonneuse, je vais vous sortir le bitume et je vais vous mettre à jour les racines. Je vais vous dire tout ça qui vient voir mes racines. Il y a un rendez-vous. D'une année sur l'autre, on lui en parle, et on a l'impression que de toute façon, on est parti, on n'en parle plus. Mais là, ça devient grave, la situation. Oui. Donc, bonjour, moi je suis au 18 et Victor Hugo, et la racine elle arrive dans ma maison maintenant. Donc on fait quoi? On ne peut plus fermer notre contact. On a fait aussi refaire le bitume rouge qui est complètement défoncé. Donc ça devient grave. Nous, on est à 8 mètres hein, de jardin. Oui, je vois bien où vous êtes. Ça doit être 50 ans. Ouais. Alors, sur les marronniers, il faut que vous sachiez que ce sujet-là, désormais, c'est un sujet que nous avons dans tous les quartiers.
puisqu'on a des grands arbres dans tous les quartiers. Alors, là, j'ai pas de, je passerai la parole à Bruno Boussard, bien sûr, derrière, mais j'ai pas de parole simple sur ce sujet-là parce que, en fait, si à chaque réunion publique où je vais, donc dans chacun des quartiers, si j'écoutais les habitants qui sont là pendant la réunion, on couperait pas mal d'arbres sur la ville parce que il y a les racines, parce que ça crée de l'ombre, parce que non, mais je nie rien de ce que vous évoquez comme désagrément. Non, non, mais je vous dis, je vous dis, je suis conscient de tout ça, je le prends pas avec légèreté, pas du tout. Simplement, ce que je vous explique, c'est que on a sur la ville un patrimoine vert, un patrimoine arboré, qui est extrêmement important. Il a été choisi à l'époque de la ville nouvelle de planter des grands arbres sur, pas partout, mais assez souvent quand même. Victor Hugo, c'est 1989. Oui. Et donc, on a cette problématique sur l'ensemble de la ville, de grands ensembles comme ça d'arbres dans des rues qui posent des problèmes. Alors, là, il y a deux choses, enfin, il y a même plus que ça, mais les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire ces arbres pour en mettre des plus petits? Mais alors d'accord, mais il faudra prévoir un budget important pour le faire. Parce qu'on a tellement attendu que les voitures arrivent. Oui, non, mais je parle rien que des arbres là, juste les arbres. Il faudra abattre les arbres qui existent et il faudra en planter d'autres. Il y a un autre point aussi qui est à prendre en considération, même si là, depuis 2024, on est dans une situation qui n'a rien à voir, mais les 2 années antérieures, rappelez-vous, les canicules estivales que nous avons eues. Et quand on voit ça, et on sait que, on voit hein, comment les températures augmentent, encore une fois, ne prenons pas l'année 2024 en modèle, on sait qu'on va avoir de plus en plus chaud. Donc là, la question, c'est quel type d'essence d'arbre je mets, parce que si je mets un petit bidule, le petit cerisier, le petit machin à la place du grand arbre, je ne vais pas obtenir le même effet thermique sur la rue que quand j'ai des grands arbres. En 89, les marronniers, c'était des petits bits, parce qu'ils étaient gros comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils étaient plantés et ils étaient, s'ils ont été choisis, c'était pour avoir de grands arbres sur les axes. Je vous dis, là-dessus, je ne conteste pas. Et on a d'autres problèmes. Si vous étiez sur le quartier de la Sourderie, la dernière réunion publique qu'on avait fait sur le quartier de la Sourderie, les ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, ça m'a amusé d'ailleurs parce que juste après la réunion publique, je vois une image sur, je crois que c'était Instagram, sur le plus bel arbre du monde, millénaire, etc., etc. Ils en parlaient de manière fabuleuse de ginkgo biloba. Et moi, dans la réunion, on m'expliquait que le ginkgo biloba, quand vous marchez dedans, c'est une odeur. C'est abominable. Et les gens me parlaient de j'en rapporte sous mes chaussures quand je rentre chez moi. Donc chez moi, ça sent. Voilà. C'était pas l'image d'Instagram sur le ginkgo biloba, arbre millénaire. Hein. C'était vraiment l'abomination. Des arbres comme ça, sur le quartier de la Sourderie, autour de l'école Verlaine, on en a plus de 200. Imaginez si on doit faire tomber les 200. Eh oui. Non mais, je reviens à la discussion de tout à l'heure. Moi, j'ai deux questionnements derrière. Et ça ne veut pas dire on fera rien. Mais ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas encore la bonne réponse par rapport à ça. Comment je fais budgétairement pour traiter ce sujet d'ensemble sur la ville, au niveau des arbres, où on a effectivement des essences qui sont très importantes et qui peuvent causer, comme chez vous, mais aussi ailleurs, des désagréments importants dans les propriétés. Et comment je fais pour maintenir des arbres qui ne soient pas juste un petit bidule, encore une fois, qui fasse joli dans la rue, mais qui n'ait aucun effet au moment où il fait chaud dans la rue. Parce que le seul moyen de protéger des chaleurs élevées, c'est l'arbre. De toute façon, si on le fait, il y aura moins de 10 ans, et puis il y aura. Déjà. Mais même. Oui. Quel que soit le quartier. Hein. Oui, mais. Chacun est sa paroisse. Hein. Oui. Mais je comprends bien que sur la Sourderie, c'est les années 70.
ça dépend des parties. Mais Chico Biloba, ça doit être dans les années 80. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans ce sujet-là. Quand on a fait les premières fois, même si ça remonte à avant, mais dans ce mandat, les premières fois où, en réunion publique, on a évoqué le sujet, moi j'ai posé la question à Bruno Boussard et au service technique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, encore une fois, là-dessus, là, j'ai pas de réponse magique à vous apporter et immédiate ce soir. Non, mais même si je vous disais oui ce soir, on va trouver une solution, c'est sûr que dans l'année, là, déjà, je ne peux pas le faire. Financièrement, je ne peux pas. C'est bien que de toute façon, les budgets sont pas si loin. Donc, déjà là, on ne pourra pas le faire. Et après, c'est comment on organise ça sur les différentes années pour changer des essences et pour trouver les bonnes essences qui permettraient d'avoir malgré tout quand même une vraie protection arborée dans les rues pour limiter la chaleur quand les températures vont monter et qui, dans la mesure du possible, n'ait pas des racines comme celles qui vous posent problème aujourd'hui. Mais ça, c'est toujours le problème. On voudrait des arbres qui protègent de la chaleur, mais qui ne perdent pas de feuilles et qui n'aient pas de racines. Aujourd'hui, il y a quand même des systèmes, je ne sais pas, là, je peux mettre des racines ne partent pas sur le côté. Alors ça, moi, je ne suis pas compétent. Je vais passer la parole à Bruno Boussard pour vous apporter une réponse peut-être là-dessus. Ça va pas l'arranger. Vous voyez à quel point il est ravi que je lui passe le micro. Je ne me défausse pas, hein, mais c'est juste que là, techniquement, je ne sais pas vous répondre. Non, monsieur le maire a très bien défendu l'arbre en ville. Alors, je le conçois et vous avez signalé, les essences choisies à l'époque n'étaient pas compatibles avec les cœurs de ville. Pour autant, aujourd'hui, on a hérité de ce patrimoine, on essaye de faire avec. Vous voyez, on a agi rue Cocteau, on ne peut pas intervenir, comme dit monsieur le maire, sur toute la ville en même temps. Il faut savoir, malgré tout, que effectivement, on peut abattre les arbres et en replanter. Ça veut dire qu'il pour rendre le même service écologique, il va falloir attendre au moins 30 ans. Vous l'avez dit, en 1989, c'était des petits... Tous les habitants des pavillons de la rue, oui, en gros, ils ne sont plus là. Oui, mais justement, s'il y a de fortes chaleurs, ça pourrait s'accentuer et aller plus vite que ce que vous envisagez. Non, plus sérieusement, effectivement, on a ce souci à l'esprit, on y réfléchit, il va falloir faire par tranche, peut-être supprimer dans un premier temps une partie des arbres les plus problématiques, commencer à les remplacer à les remplacer pour que les petits... Il y a une quinzaine d'années, on était déjà intervenu sur ça, parce que à l'époque, je m'occupais, j'étais président de la copropriété, la mairie était venue, et déjà, vous aviez des petits pavés qui étaient entre chaque maison, les entrées de garage. Ça, c'était retiré, et il y avait du bitume. Aujourd'hui, les bitumes, c'est des bosses comme ça. Parce que là, les carracines ont été coupées. Mais après, qu'est-ce qu'elles font? Elles filent tout droit. Et elles arrivent, elles passent sous les murets, et elles ressemblent dans nos jardins. Oui, non, mais c'est sûr. En fait, il y a plusieurs problématiques. Au-delà de la taille de l'arbre, enfin de la dimension de l'arbre, il y a aussi le souci des sols. Et les racines ont plutôt eu tendance à tracer horizontalement plutôt que de s'enfoncer et après de choisir et de chercher l'eau beaucoup plus bas. Après, rien n'interdit, dès lors que ça rentre dans le domaine privé, de couper des racines. Alors, pas couper la racine au pied de l'arbre, parce que là, l'arbre, vous allez le fragiliser et il va mourir et il sera plus susceptible à être fragilisé et en cas de fort coup de vent de tomber. Donc là, il ne faudrait pas prendre de risque. Par contre, au plus près des maisons, dans un premier temps, vous pouvez déjà enlever tous les rejets, parce que je sais, rue Victor Hugo, pour en avoir discuté, il y a certains jardins dans lesquels ressortent des rejets. Tout ça, vous pouvez le couper et couper les racines
ça plus proche, au plus près des maisons. Et nous, bah, on va continuer Moi, cette année, j'ai fait faire cette année, il y a de l'enrôler. c'est pas bien. Il a juste le problème de son tracé. Et puis moi, c'est bon à faire aujourd'hui. C'est 10 000 balles encore. Vous voyez? Alors, à un moment donné, on est intervenu. Moi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis intervenu pour ces arbres. Et là, si pour que je fasse refaire, c'est encore 10 000 balles. Écoutez, à un moment donné, c'est quand même pas de ma faute si les arbres, ils ressortent chez moi. Et là, vous avez des voisins qui sont derrière, que je connais très bien aussi. Eux, ils ne sont pas à 8 mètres, ils sont encore plus près du trottoir. Alors, eux, c'est dans le garage que ça peut ressortir. Ben là, on peut faire déjà un recensement pour les plus problématiques Une réunion de quartier. et réagir plus rapidement. Non, non, tout va bien. Tout va bien, Gérard. Tout va bien, Gérard. Bon, vous avez entendu, il va y avoir une réunion pour recenser les plus problématiques et regarder ce qu'on peut faire dessus. Hein. Voilà, voilà. Vous avez quelqu'un qui représente la résidence ou pas? Déjà, il y a le bureau de la COPRO. Eh bien voilà, on s'adresse au bureau de la COPRO et puis après on monte la réunion par ce biais. D'accord? On peut rechercher les courriers parce que la COPRO, oui, non, mais, il y a un an, ils vous en prennent. Oui. Bon, les marronniers de la rue Victor Hugo, je vous assure, je les connais bien. Quand on est passé dans votre quartier, quand on a fait le tracé des JOP, je peux vous assurer, quand on est passé devant chez vous. J'ai bien répété, ce n'est pas au moment des marrons, parce que ce que j'ai répété, c'est qu'il n'y a pas une racine que Mais non, parce que je sais que vous ne me voulez pas de mal. Madame. Je vais dans les espaces verts, moi c'est l'inverse. C'est l'inverse, j'habite le long du square de la Culotte. Gentiment, j'étais intervenue parce qu'il y avait beaucoup de ronces sur les arbres et qu'il y avait des bosquets. Donc vous êtes intervenu, je vous en remercie. Mais au-delà de mes espérances, c'est bien que vous avez tout coupé à 10 cm. Alors je vous l'avoue, non mais c'est tout petit. Et donc, non, mais moi, je voulais. Non, parce que je trouve que c'est dommage, je ne serait que financièrement, c'était quand même des jolis bosquets. Tout d'un coup, maintenant, ça réduit à zéro. Et je pense qu'ils ne repousseront pas parce que c'est vraiment bas. C'est vraiment bas. Hein. Si, va. Non, vraiment bas. Donc, je voulais savoir si c'était fait. Je suis en train de Albert, les coûts de l'entretien. Voilà, parce que ça aussi, ça coûte cher. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est l'entretien, c'est que des ronces. Alors, c'est vrai qu'on a été beaucoup sollicité sur ce secteur-là, au square de la Culotte, à côté du square de la Culotte. On a fait, c'est vrai, une taille un peu radicale, mais il fallait qu'on ait accès aux racines des ronces. Et tout était entremêlé. Et donc, on a fait un peu table rase. Mais par contre, ça a été repaillé, les ronces ont été arrachées, mais la végétation reprend ses droits rapidement. Et puis, de toute façon, si par malheur, on avait quelques pieds qui ne comprenaient pas, on a touché quelques choses. Alors, financièrement, ça coûte moins cher de faire une grosse opération comme ça, de tout tailler, que de venir tous les 3 mois tailler 3 brindilles. Et dans ce cas-là, en taillant 3 brindilles, on nous dit de toute façon, vous ne venez pas, et quand vous venez, vous taillez 3 fois rien. Là, au moins, ça diminue. Une autre question. Oui. Justement, je vais penser aux tonnelles qui ne sont jamais taillées. On en avait parlé au début de. Voilà, ça a été taillé là. Hein. Ah, pas du tout. Les arcades, là, je ne sais pas comment. Les arches. Les tonnelles. Oui, les tonnelles. À vérifier alors. Oui, à vérifier.
Je ne pas tous les jours. D'accord. Bah, si ça n'a pas été taillé, ça va l'être alors, parce que ça doit l'être. Alors, comment? Un petit peu. Radicalement. Oh, pitié. Non, mais ça fait des années que ça n'a pas été. Et je sais qu'on en avait parlé parce qu'il y en a où justement c'est pourri. Et les nôtres, elles sont très. Elles étaient belles. Et du coup, il serait bien qu'elles soient taillées parce que les oiseaux vont bientôt arriver. Oui. Alors, celle. Attends, parce que si on demande aux gens de parler dans le micro, il faut que tu parles dans le micro quand même, sinon ça ne marche pas. Alors, celles oui, vous faites peut-être référence à celles qui sont situées de part et d'autre de la rue Cocteau. Alors ça va être, c'était pas dans le cadre de la mission de l'entreprise qui a fait la réhabilitation de la route. C'est nous, service espace vert, qui va gérer en direct et c'est prévu assez prochainement. La rue sera belle. Voilà. Déjà, c'est la petite touche qui fait la différence. Elle est déjà très belle. J'aime beaucoup ta façon de le dire. Ça sera fait assez prochainement. Ça, il y a une prudence que j'aime beaucoup. Là. C'est pas prochainement, c'est assez prochainement. Tu as noté quand même le détail. Et les oiseaux vont arriver pour leur nid. Ça Ouais. laisse. Non, mais c'est mort, là. Cette partie-là, elle est morte. Mort. Oui, monsieur Philippe. Christine. Tellement Monsieur Philippe. Oui, monsieur le maire. Parlez bien dans le micro, monsieur Philippe. Oui, donc je voulais poser une question par rapport à la sécurité de la circulation dans la rue Jean Cocteau. Oui. Il y a 34 ans, 33 ans à peu près, quand les deux parties de la rue ont été livrées, une réunion avait été faite entre les différents mondes des deux copropriétés pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un décroché dans la rue pour que la circulation se fasse avec respect. Et là, à part une petite courbe, c'est certain, le 30, je ne vois pas comment il pourrait être respecté, sauf par ceux qui veulent vraiment le respecter. C'est tentant dans les plus vides. Alors, il y a un endroit, le passage du tunnel, il y a il y a un passage coupé. Je pensais qu'il y aurait une surélévation au niveau des bitumes, et ça c'est pas le cas. C'est dommage parce que là, il y a des élèves du collège, la communauté qui passent régulièrement. Il y a d'autres qui passent en vélo ou qui courent et qui ne regardent pas. Ça, je vous dis, il n'y a pas de souci, ils ne regardent pas. Donc, il y aura forcément un incident à un moment ou à un autre. L'autre jour, donc, nous nous sommes rencontrés dans la rue. 1 heure après, un véhicule circulait toujours en sens interdit. Je lui ai dit, je l'ai fait savoir, je l'ai arrêté, j'ai dit aucune autorité, mais je vous fais savoir quand même qu'il a. Ah oui, mais mon GPS me dit, voilà, les panneaux, ça fait à toi. Ah bah oui, mais je sais comment pour aller là. Donc, est-ce que vous pouvez conseiller auprès des sociétés qui gèrent pour savoir si elles ont mis leur. Je sais pas comment ça marche, ça. C'est pareil. Merci. Merci, Oisé. Ouais, mais ta map, Ah oui. Un blessé de Montbal. Alors, je vous entends, mais je vous entends. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage que vous me disiez ça une fois qu'on vient de finir les travaux. Ah, on en a parlé avant. On en a parlé avant lors des réunions. Ouais. Et sur le ralentisseur, Oui, on a mis un ralentissement, mais un peu légal, quoi. Un petit. Un petit qui ralentit pas trop. Oui, voilà. Ouais. J'espère, Oui. fermement, j'espère qu'il Oui. n'y aura rien, mais c'est Oui, oui. comme disait le secrétaire, maintenant, l'humain, Oui, oui. Vous savez, je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier, mais le seul endroit accidentogène sur la ville de Montigny, vraiment accidentogène, c'est sur l'avenue des Prés. Quand vous allez en direction de Trappes. Vous arrivez du centre-ville et vous allez en direction de Trappes, un peu avant la station justement de nettoyage des voitures. Là. C'est là. Il y a un endroit qui est vraiment accidentogène sur la ville et c'est pour ça qu'on a obtenu l'accord pour avoir un radar sur cette voie pour empêcher les véhicules de griller le feu rouge. Alors on a eu l'accord, mais quand on aura le radar, ça, je ne sais pas non plus, hein, c'est pareil, il est là. Mais à chaque année, le préfet me dit, vous inquiétez pas, c'est prévu, mais je ne vais pas dire que c'est comme les marronniers, mais c'est pas pour tout de suite. Mais on a un endroit accidentogène, c'est celui-là. Après, dans les rues de Montigny,
il peut se produire évidemment des accidents. Il se produit d'ailleurs souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il se produit des accidents à des endroits qui ne sont pas du tout accidentogènes, parce qu'il n'y a pas eu de vigilance soit du piéton qui traverse, soit de l'automobiliste, ou du scooter, ou de ce que vous voulez. C'est souvent comme ça. C'est la personne qui va regarder ses messages sur son téléphone, soit quand elle marche, soit pire quand elle conduit. Et ce n'est pas l'aménagement urbain qui va causer les problématiques. L'avantage de la rue Jean Cocteau aujourd'hui, c'est on voit bien les choses. On voit bien quand on passe dedans. Donc, ça veut dire que les gens qui traversent aussi voient bien. J'y ai passé un moment l'autre jour avec vous, hein, vous m'avez vu. Je voyais le trafic des voitures. Je n'ai pas vu de voiture d'abord rouler vite. Sur les 3/4 d'heure où je suis resté. Flatteur. Non, on ne peut pas dire ça. Alors, on a toujours l'impression, quand c'est dans une rue comme ça, que ça va vite. Mais objectivement, non, ça ne va pas vite. Et après, on n'est pas sur une rue qui soit accidentogène. Non, ça n'est pas le cas. Alors, il y a un petit ralentisseur, effectivement, qui n'est pas très haut, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais à monsieur tout à l'heure. Qu'auraient dit les habitants si on avait mis quelque chose de très épais, où chaque voiture qui passe, ça faisait bam, 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 systématiquement toute la journée. Voilà. Non, mais non, soit ça casse la vitesse, soit il n'y a pas le choix hein, en ralentisseur. Soit ça ralentit pas. Donc, oui. Oui. C'est pas une rue de transit, hein, c'est les gens qui habitent là. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai pu constater avant-hier, sur la petite heure où on est resté, il y a quand même du trafic. Pas beaucoup, mais il y a quand même du trafic tout le temps. Donc, ça c'est. Ouais. Mais on est vraiment dans une rue résidentielle. Et il y a, encore une fois, on n'a pas un trafic avec des véhicules comme on peut avoir sur certains axes où ils coupent par là pour venir. Votre rue, ils ne gagnent pas grand-chose à passer par la rue Jean Cocteau. Encore une fois, il y a une visibilité dans la rue qui est quand même importante. Donc les enfants, les jeunes qui traversent là du collège, c'est pas là où ils sont en danger théoriquement. Hein. Vraiment pas. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vraiment, la rue, là, telle qu'elle est aménagée, normalement, avec le sens unique, ça laisse quand même suffisamment de place des deux côtés. Quand vous traversez, vous avez eu le temps de voir s'il y avait une voiture qui arrive ou pas. Quand même. Voilà. Oui. Mais ça, encore une fois, après, vraiment, d'abord, on a très peu d'accidents sur Montigny. Malgré tout le trafic qu'il y a très peu d'accidents. Et quand on a des accidents, soit parce qu'on a vraiment eu accidentogène, je vous l'ai expliqué, il y en a un, soit on a affaire à quelqu'un qui ne regardait pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir le meilleur aménagement possible dans la rue. Ça ne changera rien si la personne n'est pas en train de regarder ce qu'il y a devant, mais qui est en train de regarder dans sa voiture ou son téléphone. Eh ben, elle ne voit pas ce qui se passe devant et elle tapera. Voilà, c'est comme ça. Une autre question? On est arrivé au bout? Madame, allez. Avec beaucoup de sécurité. Moi, je suis pas en sécurité sur le trottoir quand il y a les trottinettes. Donc, voilà, je voulais vous parler de quoi. Voilà, il y a des trottinettes à louer, il y a des trottinettes personnelles, des trottinettes électriques. Voilà, je ne suis pas en sécurité. Les trottinettes sur le trottoir, c'est vraiment très difficile. Oui. Voilà. Alors, vous avez peut-être noté, on a changé d'opérateur pour les trottinettes en libre service. On a remonté l'âge au niveau de la possibilité de location et après, je sais que les gamins ont toujours des trésors d'imagination, mais on ne peut plus monter à plusieurs normalement sur une trottinette. Non, on ne peut plus, normalement. Vous en avez vu à 3? Voilà, j'ai raison. Ils sont forts, ils sont très forts. Oui, mais est-ce que c'était une trottinette rouge, les nouvelles là? C'était comme ça? Hein? C'était une grosse, moi aussi. Bon. Oui, elles ont des sonnettes. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que dans les mobilités aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui sont apparues, comme ces trottinettes, qui fonctionnent extrêmement bien. Hein, on a un succès quand Paris a décidé d'arrêter. Nous, on a repris une partie des trottinettes de Paris, même parce qu'on a un succès colossal. Pourquoi? Parce que le territoire s'y prête bien.
On a des grands axes souvent, on a des surfaces pour circuler qui sont généreuses, et puis parce qu'on a une bonne visibilité, et puis aussi parce que comme c'est plat, c'est assez facile, hein. Si on était comme ça, ça serait plus difficile avec ce genre d'appareil. Donc ça marche très bien. Tant mieux, parce que ça crée une véritable offre de mobilité supplémentaire avec le vélo et toutes les possibilités de circuler qu'on peut avoir aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que la cohabitation piéton, cycliste, trottinette, aujourd'hui, pose des problèmes. Alors, quand je dis pose des problèmes, elle pose essentiellement des problématiques de sentiment d'insécurité parce qu'on est frôlé par une personne qui passe avec une trottinette, parce qu'un vélo passe, etc. Et ça crée un sentiment comme ça désagréable de se dire, mais à 10 cm, il me rentrait dedans. Dans les faits, on n'a à peu près pas d'accident. À peu près pas. À peu près Oui, pas. À peu près oui, pas. non, mais oui, je peux dire quasiment pas. Mais tu m'as inspiré, Bruno. On a quasiment pas, mais en fait, j'ai dit à peu près pas parce que ça compte pour. Écoutez, si on a peut-être 1 ou 2 accidents dans l'année, c'est tout. Par rapport au nombre de personnes qui circulent de cette manière, c'est dérisoire. Donc, on voit bien que, en fait, il n'y a pas réellement d'accidents, c'est pas très accidentogène. En revanche, vous avez raison, c'est désagréable quand on circule. Et moi aussi, d'ailleurs, moi je marche sur un trottoir, j'ai quelqu'un qui me passe à côté comme ça me surprend. Donc ça, c'est pas très agréable. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Sachez d'abord que la police municipale, quand elle voit que quelqu'un en trottinette ne respecte pas la réglementation, elle le verbalise. On le fait. Et sachez aussi, comme on le disait tout à l'heure, qu'on fait de la sensibilisation auprès des enfants dans les écoles pour leur apprendre à bien utiliser le vélo particulièrement, mais on leur donne toutes les règles sur le bien circuler en ville. On le fait aussi avec des adultes, puisque lors du marché des terroirs au printemps dernier, on avait organisé une fête du vélo sur la ville et on avait donné rendez-vous à des habitants en leur disant venez avec nous, on va vous faire découvrir les sentiers, toutes les possibilités de circuler à vélo que vous pouvez avoir sur la ville, mais on n'avait pas fait que ça. Pendant l'itinéraire, on expliquait aussi aux adultes présents, pas qu'aux enfants, voilà la réglementation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, le premier, je ne sais pas tout en matière de circulation de vélo, de ski. Je l'ai lu à un moment, mais ça a pu changer, j'ai pu oublier. Donc, on a expliqué aussi aux adultes comment faire. Donc, on est dans ce travail de pédagogie. On va refaire un événement de ce type cette année. On va continuer encore, justement pour continuer de sensibiliser les gens. Et il faut qu'on leur apprenne effectivement à se respecter, à faire attention les uns aux autres. Quand on voit une personne, particulièrement si on voit une personne, par exemple, qui a du mal à marcher, la moindre des choses, c'est de ralentir, c'est d'alerter qu'on arrive de façon à ce que les choses se passent le mieux possible. Mais ça, c'est de l'éducation. Voilà. Monsieur, vous vouliez poser une question? Oui. Merci. Oui, je me posais la question, mais c'est peut-être une question d'ailleurs. Il peut y avoir des tas de besoins, s'il vous plaît, d'intervention de personnel où finalement on peut faire appel à des gens qui vont être volontaires et qui ont des capacités propres ou qui peuvent apporter leurs ressources. Et est-ce que là, c'est une question que vous avez déjà et pour encadrer, c'est-à-dire apporter, si vous voulez, à ces personnes éventuellement les conseils qui sont nécessaires et les ressources et les moyens. Voyez. Et donc, c'est des gens qui peuvent intervenir un peu partout. Et, moi, j'ai vu des endroits qui me concernaient d'ailleurs dans lesquels on était prêt avec d'autres intervenir par son savoir-faire. Par exemple, quand les arbres étaient tombés, moi personnellement, je savais dépiter un arbre en petits morceaux au-dessus de notre toit, sans que rien ne tombe sur le toit. Bon, c'est tout un problème d'utilisation. Vous savez pas couper les racines? Non, mais non, on débite du haut en bas en tenant les morceaux tombent. Il faut savoir utiliser les cordes. Il y a eu d'autres endroits, d'ailleurs, je vous ai dit, quand il y a le Covid, tout ça, où on pouvait intervenir avec des véhicules dans des lieux qui étaient avec des personnes un peu isolées pour pouvoir les aider et éventuellement avoir une carte, si vous voulez, des besoins qu'il pouvait y avoir dans la
dans la région pour trouver des solutions. Il y avait la solution immédiate, et après, il y avait des solutions qu'on pouvait apporter, mais à plus haut niveau de c'est ça que je me posais comme je comprends. D'accord. Et après, dans l'utilisation de ressources qui existent. Oui, je comprends. Et qui sont une bonne dose au niveau de la cohésion. Je comprends. Alors, c'est intéressant. Dedans, il y a deux aspects. Il y a un aspect responsabilité, et puis après, il y a l'aspect bénévolat. Quand on est sur des problématiques qui touchent à la sécurité, vous parliez d'un arbre qui menace de tomber ou des choses comme ça, je ne peux pas m'appuyer sur des habitants pour m'occuper de cet arbre-là. Parce que s'il arrive un accident à la personne, ou s'il arrive un accident parce que quand elle s'occupe de l'arbre, l'arbre tombe et crée un accident, je suis en responsabilité et je n'ai rien sur quoi m'appuyer pour justifier de mon action, puisque la personne qui sera intervenue, elle n'a pas l'habilitation, même si elle peut être très compétente en la matière, je ne peux pas le faire, ça. Donc ça, je ne le ferai pas. On voit ça, on peut voir ça à la campagne. Moi, j'ai un ami maire en Bretagne, l'année dernière, tempête, les arbres qui tombent, ça bloque les hameaux partout. Ben, il a fait appel aux paysans du coin qui sont arrivés avec leurs tracteurs, qui ont tout retiré. Mais ça, c'est autre chose. Mais en ville, en termes de responsabilité, ça, je ne peux pas faire parce que ça pose un problème de responsabilité donc et de sécurité. En revanche, sur la notion de bénévolat et d'apporter des idées. De faire agir les gens. Alors, d'apporter des idées, ça, il y a plein de façons de le faire au niveau de la collectivité, que ce soit par les conseils de quartier, que ce soit en écrivant à la mairie, que ce soit par le biais des associations, que ce soit par plein de canaux différents. Il y a beaucoup de manières à Montigny de pouvoir le faire et il y a plein de gens qui le font. Mais après, vous avez tout ce qui touche au bénévolat. Et le bénévolat à Montigny, c'est quelque chose. Au moment des vœux, je plaisantais là-dessus en disant il y a le PIB, c'est le potentiel, vous connaissez, un produit intérieur brut, mais il y a aussi à Montigny le potentiel, comment j'avais appelé ça, d'investissement bénévole. Et c'est vrai qu'à Montigny, on a un PIB, un potentiel d'investissement bénévole qui est fou, puisqu'on a 195 associations à Montigny, ce qui est l'équivalent de la ville de Versailles, qui est 3 fois plus grosse que nous. C'est pour dire combien de gens s'impliquent à Montigny. Et là, dans la salle, par exemple, il y a plein de membres d'associations là que je vois. Donc ça c'est une vraie richesse pour la ville. Une vraie richesse, parce qu'il y a des tas de choses qui se font que la ville ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas des bénévoles. Et là-dessus, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Assolib, qui est une plateforme sur Internet qui permet aux associations de se faire connaître, mais qui permet aussi aux associations de faire connaître les besoins qu'elles peuvent avoir en matière de bénévoles, et sur laquelle des gens qui seraient intéressés pour être bénévoles peuvent se faire connaître également. Donc, on a ce biais-là qu'on a mis en œuvre pour permettre la mise en relation de personnes avec des associations. On a aussi organisé, il y a quelques mois, une matinée de table ronde avec les associations pour les accompagner, pour leur donner un certain nombre de formations sur des sujets juridiques, financiers, des choses comme ça, réglementaires, et pour discuter avec elles aussi sur la façon de trouver des bénévoles, parce que aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que par le passé pour trouver des bénévoles. Pour autant, à Montigny, nous avons justement, je parlais de potentiel, nous avons un potentiel très important, puisque on a beaucoup de gens qui sont arrivés à Montigny dans les années 80-90, qui aujourd'hui arrivent à la retraite, et qui sont des gens souvent en pleine forme, et qui sont prêts à faire des choses, mais qui ne savent pas quoi. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail de mise en relation, justement pour que ces personnes puissent s'impliquer, si elles le souhaitent, dans la vie de la commune. Il n'y a pas de secret. Une ville, pour tourner, elle s'appuie sur 2 jambes. Ce sont les élus d'un côté et les bénévoles de l'autre. C'est ça qui fait qu'une ville tourne. Donc, nous, évidemment, on met le paquet là-dessus pour qu'on puisse aider au maximum les bénévoles du territoire. Mais pas sur les côtés sécurité. Ça, c'est pas possible. Et sur la question que vous posiez tout à l'heure, d'identifier des personnes seules, par exemple, des personnes isolées, des choses comme ça, c'est un travail qui est mené par le Centre communal d'action sociale de la ville, en lien avec les maisons de quartier, en lien avec des habitants qui sont des citoyens relais, en quelque sorte, qui connaissent leur quartier, qui connaissent leur résidence,
Et nous avons aussi créé des amicales de locataires dans un certain nombre de nos résidences de logements sociaux. Et ces amicales, elles sont là pour le bien vivre de la résidence, donc elles sont en relation avec le bailleur, mais on leur demande aussi d'avoir une vigilance particulière pour identifier si parmi les locataires, il y aurait une personne isolée qui ne sort pas de chez elle, par exemple, qui ne bénéficie pas, qui n'accède pas aux droits communs pour pouvoir toucher les aides, etc., etc. Et là-dessus, nous, on s'appuie sur tout un réseau de personnes qui existent sur la ville pour avoir cette vigilance et cette attention vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Donc, oui, on fait tout ça. Par contre, pas sur le premier sujet que vous évoquiez, c'est-à-dire sur la sécurité, les arbres, etc. Parce que là, ça, on peut pas. Je ne peux pas demander à des habitants de faire ce genre de choses. Par contre, je termine. Ce qu'on a fait, une initiative que Bruno Boussard avait eue il y a quelques années, c'est le permis de planter. C'est-à-dire que dans une résidence, vous avez des gens qui nous disent, bon, les espaces verts que vous nous proposez, très bien, mais on pourrait avoir quelque chose de plus joli. Eh bien, on conventionne ensemble, et les gens, dans ces cas-là, ont le droit de s'occuper des espaces verts qui concernent leur résidence et de planter, en accord avec la ville, ce qu'ils souhaitent et de l'entretenir derrière pour avoir quelque chose de différent de ce que la ville pourrait faire, parce qu'évidemment, nous, on est limité en moyens et on ne peut pas faire du luxe partout. Mais si les gens veulent faire quelque part, et le premier exemple de permis de planter qui s'est fait, précisément, c'est sur le quartier du Plan de Trou, juste à côté d'ici. Donc voilà le genre de choses que nous pouvons faire. Voilà, monsieur. On est arrivé au bout? Oui. Bon. Madame. Ah. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Dernière question pour madame, ou est-ce qu'il y en a encore une autre qui... Madame, non, vous hésitez? Madame? Non? Ah bon. Qui dit mieux? Ah, pardon. On va dire que cet arbre fruitier, oui. Bonjour, je pose une question sur les arbres. Les arbres. Donc, j'habite bien rue Jean Cocteau. Le seul souci, c'est que j'habite sur la rue, j'habite le long du toit. Alors, j'ai un problème d'arbres, déjà, point 1. Donc, les racines ne sont tellement pas chargées à arriver en dessous de ma maison, parce que ma dalle commence aussi un petit peu à bouger. Peut-être aussi à cause de la sécheresse, je ne sais pas. Mais mon deuxième souci, avec ces arbres, c'est que j'ai des feuilles de mettre dans les gouttières, dans les toitures de mon voisin, en face, des fois, parce que celui-ci, ça va. C'est une toiture de garage. C'est pas trop mal, c'est pas trop haut, on peut le faire encore. La toiture pour accéder aux gouttières de ma maison, il faut arriver à 7,50 m, 8 mètres. Et c'est à faire tous les ans. Ça, c'est commence à m'ennuyer, puisque mon mari commence à prendre de l'âge. Et ça m'embête quand tu vois que c'est changé. Bon, on terminera sur les arbres, ça sera le sujet de la soirée, ça sera le gimmick du Plan de Trou. Tu as bien fait de venir, Bruno, ce soir. Oui, c'est ce que je disais à monsieur tout à l'heure. Ça fait des racines, ça fait des feuilles. Non, mais je sais bien. Qui était un petit peu, qui avait des belles racines. Mon cher mari, qui est un peu âgé, comme je pouvais le préciser, s'est occupé de l'arbre. Il a pas accepté. Il a plus que coupé. Il a été déraciné très profondément. Et là, encore une fois, à moins vraiment qu'on ait un arbre collé à une façade qui pose des problèmes de désordre à la façade. Ah bon, ça, il faut regarder. Ça, il faut regarder. D'accord. Parce que les branches... Vous viendrez tout à l'heure. On va regarder ça. Si vraiment c'est collé, alors là, on va regarder ça. Attendez, je vous crois. Mais de manière plus générale, sur les arbres, encore une fois, oui, ça a des désagréments. Mais, et dans une soirée comme ça, on pourrait se dire, faire le cumul de tous les désagréments d'un arbre. Mais regardons les avantages que l'on a de l'autre côté aussi. Mais j'ai compris, madame, hein, j'ai compris. Et voilà. Non, mais je vous dis ça parce que c'est vrai que je vous dis, moi, dans les réunions publiques, entre la dame qui me demande de retirer un arbre parce que ça lui fait de l'ombre chez elle, la personne qui me demande de retirer l'arbre parce qu'il y a des racines devant chez elle, etc., on retirerait une grande partie des arbres de la ville. Et non,
Non, on ne peut pas. On peut pas, on n'a pas intérêt à le faire. Donc, il y a des problématiques qui se posent et auxquelles il faut répondre. Et quand il y a des arbres trop proches, pas de discussion, il faut regarder ça. Mais par contre, oui, il y a des désagréments, mais apprenons à vivre aussi avec parce que jusqu'à un certain point, parce qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin. Et encore une fois, rappelez-vous, hein, les 2 étés où il a fait si chaud, quand vous marchiez dans une rue où il y avait des grands arbres, eh ben, c'était supportable. Alors que la rue d'à côté où il y a des arbres plus petits, ça ne l'était pas. Et ça, c'est vraiment important. Vraiment important. Hein, notre patrimoine arboré, il est beau et on peut en être heureux quand même. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez. Et cet arbre, oui. on peut dire. Vas-y, Bénédicte, alors. Oui, alors, pour revenir sur les arbres, je dirais, nous, suite à l'appel à l'idée sur le quartier, en fait, on a eu 7 arbres fruitiers qui ont été plantés sur le mail Alfred de Musset. Voilà. Donc, certes, il y en aura peut-être qui seront abattus, mais bon, on en a quand même, on a réussi à faire planter 7. Et un endroit qui risque pas. normalement, non, puisqu'il y a que l'impasse, il y a le collège, voilà, c'est ça. Donc, voilà. C'était juste la petite note finale sur les arbres. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour une réunion publique. C'est important qu'on puisse avoir ces temps d'échange. Et puis, écoutez, à très bientôt. Bonne fin de soirée.